Bonjour et bienvenue dans les chroniques spirituelles de Jyotish Mati. Au travers de ces podcasts, j'ai envie de partager et de donner un maximum d'outils dont j'ai pu bénéficier dans ma vie pour pouvoir trouver un peu le chemin, ma propre voie déjà, et progresser vers l'éveil. Donc si tu as envie d'entendre d'autres podcasts, je t'invite à me soutenir sur ma chaîne YouTube en t'abonnant, en cliquant sur la petite cloche aussi pour recevoir les nouvelles publications et éventuellement en partageant à tes amis. Tu peux aussi me retrouver sur Spotify, m'ajouter dans tes favoris, à ta bibliothèque et télécharger. Éventuellement partager également. Je te remercie. Bonjour, bienvenue dans cette chronique de Jyotish Mati. Donc aujourd'hui, je voudrais aborder le thème des miroirs. Récemment, et ça m'arrive assez souvent qu'on me pose cette question, j'ai une élève qui m'a demandé « C'est quoi cette phrase que tu répètes tout le temps quand tu veux nous expliquer quelque chose par rapport à nos difficultés personnelles, les autres sont toujours un miroir de... » et puis 3 petits points. En fait, j'ai un peu froid. En fait, les autres vont, quand on est dans un processus d'éveil, ou même quand on ne l'est pas, mais alors on ne peut pas s'en rendre compte, les autres vont constamment venir nous confronter intérieurement à des choses qui vont résonner en nous. Je pense à mon premier maître il y a des années, qui était un maître Reiki, et qui me disait toujours « Mais qu'est-ce que tu admires dans cette personne que tu as en toi et que tu n'as pas encore trouvé ou que tu ne crois pas que tu as en toi et que tu pourrais développer ?» Ou alors, qu'est-ce qui te dérange dans cette personne parce que ça réveille chez toi des mémoires probablement d'événements difficiles que tu vivais par rapport à quelqu'un qui avait ce comportement avec toi. Ou peut-être encore que c'est une ombre en toi, une part de ton comportement que tu as du mal à accepter et que tu voudrais transformer. Donc en fait, cette phrase que je dis, c'est toujours les autres sont pour nous un miroir transformateur. On a sans cesse, notamment si vous observez un peu, si vous êtes dans un processus d'évolution personnelle, vous observez certainement autour de vous des gens qui sont moins dans la conscience et qui vont, lors de conversations, plutôt s'écouter parler que d'écouter vraiment ce que les autres ont à dire. Parce que simplement, au fur et à mesure qu'ils entendent les conversations, se réveillent en eux des idées, des miroirs par rapport à leur histoire personnelle, et ils surenchérissent systématiquement « oui, et moi j'ai vécu ça aussi », etc., etc. Donc ces miroirs, quand on est dans ce processus d'éveil, d'évolution personnelle, deviennent vraiment un outil intéressant. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut tomber dans la psychose non plus. Donc, tout ce qui se passe autour de moi n'est pas un miroir. À chaque fois que quelqu'un dit ou fait quelque chose qui me dérange, ça peut à un moment donné devenir cette capacité à faire le tri par rapport à ce qu'on peut observer autour de soi, de dire tiens, oui, ce genre de comportement ne me convient pas. Donc, comme je ne peux pas changer les autres, ça c'est une expression que j'ai entendue récemment Lisa Padovani dans un stage que j'ai suivi chez elle. Quand on ne peut pas changer les autres, on peut changer d'autres aussi. Et ça résonne en moi. Ça résonne beaucoup en moi pour le moment. Donc, par rapport au miroir, ben voilà, qu'est-ce qui va faire que j'admire telle ou telle personne? Quand je suis dans cette démarche, je peux me dire, tiens, j'admire son courage ou sa force, le potentiel qu'elle a ou qu'il a à développer, à prendre sa place, à s'affirmer et à dire non. Et donc, la réflexion qui revient vers l'intérieur, c'est tiens, quelle est ma capacité à pouvoir dire non ou à m'affirmer, à prendre ma place? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Et donc, je peux trouver et observer les qualités chez cette personne que je peux travailler à développer chez moi, justement, pour arriver à prendre ma place et à faire le tri. Donc, en observant les comportements d'autrui, on apprend toujours. Donc, c'est un peu pour ça aussi que moi, je dis j'ai des maîtres, parce que j'ai eu la chance de rencontrer pas mal, mais que tout le monde autour de nous peut être un maître potentiel à un moment donné, dans les élèves, dans les gens proches de nous, dans les gens qu'on rencontre parfois simplement lors d'une conversation dans la rue, parce que leur manière de réagir face à une situation
va ou nous heurter, ou alors nous dire waouh, moi j'aurais pas réagi comme ça, mais quelle bonne idée, mais quelle sagesse, ou voilà, quelle capacité à lâcher prise ou à rester calme, etc. Alors après, si je ressens de l'envie ou de la jalousie vis-à-vis de quelqu'un, souvent je ne m'avoue pas que ça va être de l'envie. Donc je vais essayer d'aborder un petit peu les différents miroirs qu'on peut avoir, bien qu'il y en ait une multitude, hein. Donc si je ressens de l'envie ou de la jalousie vis-à-vis de quelqu'un, si quelqu'un fait des choses que j'aimerais faire et que je ne fais pas, donc il peut y avoir d'un côté la résonance par rapport à mon enfance, des différences qu'il y a pu y avoir, que ce soit entre mes frères et sœurs et moi, ou à l'école, etc., dans la famille, dans la fratrie, et réveiller en moi l'envie d'être l'autre, l'envie de devenir l'autre. Donc, si je n'arrive pas à ce moment-là à faire retour intérieur, à rester avec, tiens, j'ai comme une sensation un peu désagréable de jalousie ou d'envie. Bien souvent, ce n'est pas une émotion, enfin, en tout cas, une sensation qu'on a du mal, qu'on a facile à accepter parce que c'est pas bien d'être jaloux, d'être envieux. Donc, on est un peu dans un déni par rapport à ce genre de réaction. Mais qu'est-ce qui fait que je jalouse cette personne? Moi, j'ai un souvenir d'un de mes enfants qui était tout petit et qui un jour me dit oui, je suis jaloux de mon frère, c'est pas normal, c'est pas juste. Et puis, ma réaction ce jour-là, ça avait été, je ne sais plus quel livre je venais de lire où j'avais vu la jalousie, ça peut être légitime. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, mais le seul discours que j'ai pu lui tenir, c'est normal que tu sois jaloux, parce que tu as des difficultés, parce que tu dois te battre beaucoup plus pour y arriver, et que on n'est pas tous égaux en droit par rapport à notre parcours de vie, on n'a pas tous le même départ, la même histoire, etc. Et que ce qui est facile pour lui n'est pas facile pour toi. Donc c'est normal que tu ressentes de la jalousie. C'est pas quelque chose qu'il faut réprimer. C'est bien que tu puisses l'exprimer, que tu puisses le dire. Il était tout petit, pourtant il devait avoir 4 ans. Donc le fait qu'il puisse exprimer comme ça qu'il était jaloux, c'est aussi un petit indicateur de tiens, il a besoin peut-être d'une attention particulière, etc., qui va lui permettre de sortir de ça. En tant qu'adulte, c'est un peu différent. Donc là, on est dans une démarche personnelle, mais on est souvent dans le déni. Quand on est envieux ou jaloux, c'est simplement parce qu'on est critique, parce que on a plutôt l'impression que c'est l'autre qui profite trop ou qui abuse trop, etc. C'est plus facile de rejeter la faute chez l'autre que de faire retour. Et donc, par rapport à ce processus de transformation en miroir, l'essentiel, ça va toujours être de faire retour. Faire retour à l'intérieur, dire tiens, oh, qu'est-ce que ça vient gratter chez moi, la réflexion de cette personne, le comportement que cette personne a adopté, la manière dont elle m'a ou accepté ou repoussé, ou la manière dont elle a pu être bienveillante avec moi, etc. Qu'est-ce que ça vient ramener dans mon histoire? Qu'est-ce que ça vient réveiller? Quelle part de moi vient réagir à cette situation? Quand on est critique, c'est un peu comme l'envie et la jalousie, c'est la même chose. De ce que je peux observer, en tout cas, quand je reçois en consultation ou dans la discussion avec des amis, des proches, etc., c'est que les gens qui sont très critiques en général sont des gens qui ont eu beaucoup de mal à construire la confiance en soi et qui se sont souvent sentis dévalorisés par leurs propres parents. Donc quand on n'a jamais reçu que des critiques parce qu'on n'est pas assez ceci ou assez cela, ou parce qu'on est moins bien qu'eux, ça c'est aussi quelque chose d'hyper puissant dans la capacité qu'ont certaines personnes parfois à faire du mal à des enfants psychiquement, c'est dès que l'enfant arrive en disant tu as vu maman, j'ai fait ça, mais oui, mais ton frère, lui, fait mieux, ou ta cousine fait mieux, ou oui, mais un tel. Donc ça va pas du tout aider l'enfant à se construire par rapport à ça. Donc en grandissant, il va avoir tendance à être très critique par rapport à tout ce qu'il pourrait sentir supérieur à lui. Et vivant dans un complexe d'infériorité, à peu près tout se trouve très très vite supérieur à lui. Par rapport à ça, les gens qui vivent ce genre de souffrance ont du mal à être dans un processus d'éveil, donc ça demande beaucoup de bienveillance et d'empathie quand on a quelqu'un qui est comme ça dans ses proches,
pour essayer de, en douceur, valoriser cette personne et de communiquer avec cette personne de manière à ce qu'elle puisse progressivement se sentir renforcée par rapport à la valeur qu'elle a. Et souvent, la réaction d'une personne qui est très critique comme ça et qui manque de confiance en elle et qui se sent dévalorisée, quand on va la mettre en valeur, ça veut dire mais non, c'était normal, ou c'était pas grand-chose, ou ce que je sais faire, c'est pas grand-chose. Il va systématiquement aller dans la dévalorisation. Alors, le stade au-dessus dont j'ai parlé, ça peut être l'admiration, ou alors l'envie, la jalousie, ça peut aussi être le sens critique, qui est le palier encore au-dessus, mais qui va directement avec envie et jalousie. Ça va être les personnes qui sont carrément médisantes. Donc, quand on est face à un groupe, moi, ça fait des années que je suis dans l'enseignement, donc ça peut parfois arriver qu'en fait, les gens qui se réunissent souvent ne sont pas réunis dans un groupe par hasard, même s'ils ne se connaissaient pas avant. Il y a une forme d'effet de groupe et de le hasard n'existe pas, alors c'est pas pour tout, mais le hasard n'existe pas, c'est qu'il va y avoir dans un fonctionnement en groupe des personnes qui vont se renforcer. Alors si la fréquence vibratoire est très très élevée, le renforcement va être très positif. Par contre, à l'inverse, et c'est souvent plus puissant, s'il y a justement quelques personnes qui manquent de confiance en elles, ou d'estime d'elles, qui n'ont pas été valorisées par leurs propres parents, leur sens critique va avoir tendance à être développé, ou leur jalousie, leur envie, leur capacité à critiquer tout, à médire, etc. Et quand 2 ou 3 personnes comme ça se réunissent ensemble, dans le même bateau, très vite ça fait monter, puisqu'il y a une force de renforcement, malheureusement, parce qu'il n'y a pas à cet endroit-là, même si ce sont des personnes qui peuvent être parfois dans un processus d'éveil, à cet endroit-là, il n'y a peut-être pas assez d'éveil de conscience et que c'est peut-être maintenant ou ce sera peut-être plus tard ou ça ne sera peut-être jamais pour certains d'entre eux. Donc c'est assez délicat par rapport à ça quand on observe ces miroirs qui se renvoient la balle l'un l'autre. À côté de ça, il y a des personnes qui vont être dans ce genre dans ce genre de groupe, qui vont tomber dans ce genre de groupe parce qu'ils ont à comprendre ou qui vont se trouver face à ce genre de groupe parce qu'ils ont à comprendre qu'il doit y avoir une bonne dose de détachement et que le miroir renvoie qu'il y a maintenant une urgence de prendre sa place, de s'affirmer, etc. Et surtout de ne pas s'occuper de ce que les autres pensent. Il y a une phrase d'Anthony Hopkins que j'ai vu passer sur un réseau social bien connu il n'y a pas longtemps, qui disait à peu près je me fiche de ce que les autres disent ou pensent de moi parce que ça ne me concerne pas et ça ne me regarde pas. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui résonne. Alors pas pour tout, parce qu'il faut quand même faire les choses avec une certaine éthique et un certain respect, bien sûr. Restons toujours dans le côté lumière de la chose, donc dans le processus d'évolution personnelle. Quand on s'occupe tout le temps de ce que les autres pensent, de ce que les autres peuvent dire, etc., on entre très vite dans une souffrance. Mais qu'est-ce que ça ramène si je joue au jeu des miroirs? Oui, ça ramène un manque d'affirmation, le fait d'attendre dans cette part de moi, enfant, qui va chercher la reconnaissance d'un parent, qui va attendre d'être valorisé, etc., vient la critique, la médisance, etc., la dévalorisation. Donc si je ne suis pas dans ce processus d'éveil, de conscience et de compréhension que ce sont des miroirs que la vie envoie, eh bien il y a une forme de dévalorisation intérieure. Chose qui arrive fréquemment dans les milieux du travail. On en a parlé dernièrement dans la conférence avec Dominique, que je dois d'ailleurs vous publier sur les réseaux, qu'il y a une forme de dévalorisation parce qu'on a tendance en tant qu'humain à être des moutons bien éduqués qui prenons tout pour nous, qui faisons de notre mieux et qui lorsque nous n'arrivons pas à un résultat positif, nous avons tendance à nous dévaloriser par rapport à l'estime de nous-mêmes, à la confiance que nous pouvons avoir par rapport à notre capacité à faire les choses et à être compétents. Alors que c'est une action ou un travail en particulier qui peut être critiqué, mais quand on a vraiment ce sens des valeurs au niveau travail, au niveau engagement personnel, on peut très très vite souffrir de ce genre de situation. Alors, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Parce que
On a beau se dire, ok, oui, c'est un miroir que ça m'envoie, et puis on reste avec ces pensées qui vont nous agiter le mental, qui vont nous empêcher de dormir, des choses qu'on aurait peut-être dû répondre ou pas dû répondre, ou j'y suis allée un peu fort parce que j'ai senti que j'étais sur la défensive, ou j'ai surpris une conversation, ou je lis dans les regards des gens, etc. Et puis on a le mental qui s'agite, et c'est de nouveau ce fameux carrousel infernal du mental, raison qui amène à peu près 80% des gens à venir pratiquer le yoga. La première chose, c'est que quand on est compressé dans ces émotions qui sont difficiles, il y a une toute première phase, c'est de rester avec. Donc, je dis tout le temps, apprendre à rester avec. Encore hier, j'ai animé une séance de relaxation par le son et par le souffle et de petits mouvements de yoga, mais très légers parce que c'était des personnes à mobilité réduite. Et je m'aperçois que certains gardent toujours les yeux ouverts, n'arrêtent pas de bouger, font des à chaque fois qu'une phrase que je peux prononcer résonne en eux, mais c'est parce que déjà il y a peut-être peu de conscience à cet endroit, et puis les gens restent tellement compressés avec ces émotions qu'elles se lisent sur leur visage, elles se lisent sur leur corps, elles se lisent dans leur démarche, elles se lisent dans leur agitation ou dans leur souffle, dans leur manière de ne rien écouter, de ne rien entendre, de s'écouter parler et juste de souffrir avec tout ce qu'ils entendent, parce qu'ils réagissent constamment sans se dire ah tiens oui ça résonne en moi, allez je prends, j'accepte, je m'ouvre. Non, c'est ah oui je bouge trop, oui c'est ceci, je respire mal, je fais mal ceci. Ils sont en train de s'auto-flageller constamment. Donc la première chose, c'est d'amener de l'espace, toujours revenir au souffle, fermer les yeux et accepter de rester avec. Rester avec, peut-être, ça peut être parfois, pendant un bon moment, goûter la tristesse, goûter la joie, goûter le sentiment de ne pas avoir de valeur, goûter la colère aussi, goûter la frustration par rapport aux gens, aux réflexions que les gens peuvent dire, aux choses que les gens peuvent faire et qui nous ont dérangés, qui nous ont fait beaucoup de mal et finalement pour lesquels on va garder la face, mais après il y a cette agitation. Donc accepter, ok, voilà, il y a quelque chose qui me traverse. Qu'est-ce qui me traverse? Je ferme les yeux, je respire. Qu'est-ce qui me traverse? Ok, ok. Là, je me sens critiquée, je me sens dévalorisée. Dans un regard pas sympa, un ricanement, j'ai eu l'impression que c'est de moi que ça parle. Oh, ça m'envoie un miroir. Qu'est-ce que ça m'envoie comme miroir? Je respire, mais j'ai pas confiance en moi en fait. Ok. Alors ce que je viens de dire ou ce que je viens de faire, j'ai peut-être des compétences dans un domaine, bon, moi pour ma part ça va être yoga, philo, etc. ou coaching, mais peut-être que dans votre domaine, quel que soit votre boulot, vous allez vous dire, tiens, bah oui, non, mais ce que j'ai fait, là j'ai vérifié ce que j'ai fait, j'ai vérifié ce que j'ai dit, ce que j'ai annoncé, je sais que c'est quelque chose de véridique, et ma place ici maintenant, c'était peut-être, si vous êtes dans l'enseignement, de l'enseigner, ou de le transmettre à la personne qui devait l'entendre. Si vous travaillez dans une administration, ça doit être aussi terrible, terrible de pouvoir vivre de manière aisée, avec de l'espace à l'intérieur de soi quand on se fait agresser à longueur de journée. Donc ok, je reste avec ce comportement de cette personne, cette phrase, ce regard, ce miroir, ou cette chose positive, mais le plus souvent c'est en négatif qu'on va forcément avoir une souffrance. Puis j'amène de l'espace parce que quand à un moment donné je me dis oh ça traverse quelque chose, ça me traverse d'abord et puis ça touche quelque chose en moi. Qu'est-ce que ça touche en moi? Parce que c'est pas moi en tant qu'âme, en tant qu'être individuel que ça touche. C'est vraiment une partie de moi qui résonne par rapport au comportement qu'il y a en face. Et puis j'amène de l'espace. C'est juste cette petite partie de moi. Oui, oui, là je sens, oui, ça touche mon manque de confiance en moi peut-être,
Ça touche le fait que peut-être j'ai été humiliée souvent, rabaissée, critiquée par mes parents. Peut-être que j'avais un frère ou une sœur ou un cousin ou une cousine qui faisait tout mieux. Et donc j'ai appris naturellement à me sentir dévalorisée. Je vais aller chercher un peu cette part de moi. Je vais me questionner intérieurement par rapport à cette petite partie de moi qui réagit par rapport au comportement d'autrui. Ou alors peut-être qu'en fait je suis comme ça. La question à se poser, je suis comme ça, peut-être en fait oui, je suis critique, ou je juge les gens, ou est-ce que je suis parfois médisant ou médisante. Oui, non, c'est pas ça, non, ça touche, oui, ça touche vraiment le fait que je fais de mon mieux avec mon cœur, que je donne le meilleur de moi-même, et puis qu'à un moment donné, le retour que j'ai en face, il n'est pas positif. Alors là, j'ai vraiment la phrase d'Anthony Hopkins qui va arriver. Bon, ça ne me concerne pas. C'est un miroir que je renvoie à l'autre, en fait, de peut-être ce qui n'est pas encore et du potentiel qu'il a en lui, mais qu'il n'a pas encore trouvé. Donc le seul moyen qu'il trouve pour se valoriser de son côté, c'est d'être critique et médisant. Ok, c'est ok. Il va falloir le faire 30 fois, 40 fois, 50 fois avant que ça fonctionne parce que notre cerveau n'est pas emprunt à aller forcément vers la positivité. En tout cas, c'est un entraînement et des heures et des milliers d'heures de méditation et d'entraînement pour pouvoir avoir ce réflexe naturel. C'est comme dans l'apprentissage de nouvelles techniques, on doit beaucoup s'entraîner. On ne devient pas Mozart ou un pilote de rallye en 2 coups de cuillère à peau. C'est quelque chose qui se travaille, qui va demander des années de préparation, etc. Ok, donc je vais me connecter à l'espace qu'il y a autour de cette part de moi et la manière en fait dont je peux soit prendre le message pour moi ou me dire non. En fait, je suis un miroir pour l'autre, ou alors tiens, oui, l'autre est un miroir pour moi par rapport à ça. Mais non, je vais m'affirmer maintenant, je vais plus tenir compte de ce genre de comportement parce que maintenant, bah, je sais qui je suis et j'ai trouvé mon identité. Et puis avec les années, on se renforce et enfin, on finit par se dire je suis à la bonne place. Si on ne se sent pas à la bonne place après avoir fait toute cette analyse, peut-être qu'il faut juste changer de place ou changer d'environnement, changer d'autre, donc changer de personne qui vous entoure. Donc il y a la première chose, c'est accepter de rester avec, et puis c'est amener de l'espace, c'est ramener du souffle, c'est revenir en soi, c'est comprendre pourquoi cette part de soi est blessée. Et il va y avoir une chose très très importante là, c'est que j'ai beau me dire ça, si après je continue à être, si je suis quelqu'un qui suis dans le don, donc qui partage beaucoup avec les autres, parce que moi je sais que c'est ma vocation de partager les choses, donc c'est principalement là que je vais parfois me trouver un peu heurtée, blessée ou avoir des miroirs, c'est qu'on partage avec un cœur ouvert et puis là on ramasse une flèche en plein cœur. Et donc la blessure est d'autant plus puissante qu'on donne avec beaucoup d'amour et donc on n'attend pas forcément de recevoir, mais à minima c'est de ne pas recevoir du négatif. Et pourtant, bah, on est dans une vie d'humain et l'humain n'est pas forcément ainsi fait, et moins l'humain est conscient et plus il va avoir tendance à être dans ce type de comportement. Si vous êtes à nouveau dans l'évolution personnelle, vous allez remarquer que vous vivrez beaucoup moins ça quand vous allez dans des stages assez avancés de personnes qui sont dans une démarche personnelle et qui ne sont plus orientées vers ce que les autres peuvent dire ou faire, mais plutôt vers leur capacité à eux à se transformer. C'est vraiment le processus de la chenille qui va vers la chrysalide, qui accepte d'être intérieurement complètement déconstruit, de devenir une espèce de bouillie pour pouvoir se reconstruire et se transformer et devenir un papillon. Dans l'évolution personnelle, je pense qu'on passe souvent, hein, c'est le cycle involution-évolution de la chenille à la chrysalide, au papillon, et puis parfois on se retrouve chrysalide ou on se retrouve chenille et on recommence le processus et on va se transformer plusieurs fois. On mue. Donc une fois qu'on a rencontré cette part, qu'on a rencontré ce qui touche en soi, on peut lui donner un âge, on peut aussi comprendre pourquoi et par rapport à qui on a ce genre de réaction. Certaines personnes vont être plus touchées quand c'est une femme qui interpelle, ou quand c'est un homme qui interpelle, ou quand c'est une figure qui peut représenter une autorité quelconque, etc. Ou quand c'est plus quelqu'un qui va être d'égal à égal par rapport à soi.
qui devraient être d'égal à égal par rapport à soi, comme un frère, une sœur, etc., notamment par rapport au sentiment d'être en compétition par rapport aux autres. Si on a l'impression de subir des moqueries, on va être touché par rapport aux humiliations souvent qu'on a subies. Donc il y a vraiment tellement de pistes qu'on peut explorer par rapport à tous ces miroirs que ça devient vraiment, si on arrive en tout cas à prendre du recul et moi je dirais à se faire aider par quelqu'un qui est là pour vous guider euh, par rapport à ça, donc en coaching, pour comprendre pourquoi on a ces miroirs. Ça permet parfois de rester moins longtemps dans un phénomène de souffrance qui peut nous emmener dans un état dépressif. Moi, je me souviens, il y a quelques années, d'avoir vécu une période, alors que j'étais déjà là-dedans, où je n'étais pas consciente d'un miroir que j'avais, d'un comportement toxique que j'avais autour de moi, dans une relation, et à un moment donné d'avoir été réveillée par quelqu'un qui m'a un peu, comme dans le film de Roi Lion, je sais, j'ai beaucoup d'images, moi quand j'explique, taper un coup de bâton sur la tête pour me dire, oh là, tu vois pas là ce qui est en train de se tramer, il faut te réveiller parce que tu n'es plus toi, tu commences à ne plus être toi dans cette situation et il est temps de mettre un halte là. C'est pas forcément conscient de la personne qui est en face, c'est juste un jeu relationnel qui se joue et on entre dans un jeu de miroir et on a quelque chose de gros à travailler à cet endroit-là dans lequel on est dans le déni et c'est souvent une personne extérieure, que ce soit, moi j'ai eu la chance d'avoir des amis proches qui sont là pour me donner le coup de bâton de temps en temps, ou de connaître des coachs, des formateurs qui sont excellents dans leur domaine et qui m'emmènent dans ce processus de conscience. Parce que plus on avance dans son processus de conscience, même si parfois on se retrouve tout en bas, on rebondit plus vite, mais on peut aussi avoir, au fur et à mesure qu'on pèle les couches de son oignon de vie, de son oignon personnel, on peut avoir des choses de plus en plus subtiles et difficiles à comprendre pour pouvoir s'améliorer. Et le processus, en tout cas, mon processus de vie à moi, ça serait d'être dans la joie et de m'améliorer constamment, toujours avec beaucoup d'humilité, ce que je vous souhaite. Et puis parfois l'ego prend le dessus et puis on revient dans l'humilité et puis on a besoin à certains moments, si c'est un ego positif, de se protéger, donc de faire face. Et puis après, hop, effet miroir, réflexion, qu'est-ce qui est comme part en moi qui est stimulé, qu'est-ce qu'il y a comme part en moi qui est stimulé, et puis j'amène de l'espace, j'amène du souffle, j'amène de la compréhension, et je vais amener, je reviens parce que je m'égare, beaucoup de soins pour moi. De plus en plus prendre du temps pour soi, de plus en plus se faire du bien. Alors, vous me direz, comme la plupart des mamans que je suis aussi, mais oui, mais entre mari, enfant, ménage, travail, boulot, nouvelle activité, donner des cours, etc., ou recevoir en coaching, c'est pas toujours évident d'avoir du temps pour soi. Eh bien, c'est nécessaire. Plus on est dans un processus d'évolution personnelle, plus on a besoin d'avoir une clarté d'esprit et plus on a besoin de se ménager des espaces. C'est pas forcément long, mais ça peut être des moments où on dit, tiens, ici, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qui ne me coûte rien, qui me tient vraiment à cœur, qui va m'amener de la joie. Alors ça peut être n'importe quoi, un hammam, un gommage des pieds, un massage, un podcast, lire un livre, 10 minutes, un quart d'heure, m'asseoir, fermer les yeux, aller m'asseoir dans mon jardin, planter une fleur, peu importe ce qu'on va avoir envie de faire. C'est important de pouvoir le faire et de prendre du temps pour soi. Je vous remercie et vous dis à bientôt. Je vous informe aussi que vous pouvez retrouver les chroniques de Jyoti qui sont des podcasts et des vidéos accessibles via Spotify, YouTube et d'autres canaux et sont un accompagnement dans la voie spirituelle et l'évolution personnelle. Il est possible aussi d'accéder à notre plateforme en ligne dont vous trouvez le lien ci-joint. Alors, au plaisir et namasté.